Alors, pour la rubrique éphéméride, juste rappeler que la rubrique éphéméride consiste tout simplement à évoquer quelques événements historiques qui se sont déroulés le jour, c'est-à-dire le 16 septembre. Quels sont les événements historiques qui se sont déroulés à cette date, bien sûr? Alors, nous avons recueilli trois événements qui vont bien sûr contribuer peut-être à notre savoir. Alors, le premier événement s'est déroulé en 1920. Attentat de Wall Street. Alors, l'attentat de Wall Street a lieu le 16 septembre 1920, quelques mois après l'arrestation de Nicolas Sacco et Bartolomeo Vanti. Un chariot garé au carrefour de Wall Street et Broad Street, bien sûr, explose devant le siège de la banque JP Morgan & Co, située au 23e Wall Street. Alors, qui sont Nicolas ainsi que Bartolomeo? Alors, Nicolas Sacco, nom de naissance Fernando Sacco, né le 22 avril 1891 à Torre Maggiore, dans la province de Foggia en Italie, est mort le 23 août 1927 à Charlestown en Massachusetts. Est un militant anarchiste italo-américain qui a été accusé d'homicide dans les années 1920. Alors, nos chers téléspectateurs peuvent se demander, mais c'est quoi l'anarchisme? Alors, l'anarchisme est une idéologie, ou appelée autrement idéologie libertaire, qui regroupe plusieurs courants de philosophie politique développés depuis le 19e siècle sur un ensemble de théories et de pratiques anti-autoritaires fondées sur la démocratie directe et ayant la liberté individuelle comme valeur fondamentale. Alors, Émile, nous revenons vers toi pour voilà un peu ce qui s'est déroulé en 1920, l'attentat de Wall Street. Après l'arrestation de deux anarchistes, qui est Nicolas Sacco et Bartolomeo Vanti, qui ont été arrêtés suite d'attentats suicidaires, bien sûr, suite d'attentats. Et ils ont été dans une idéologie appelée narchisme, qui prône sur l'anti-autorité et prône sur la liberté directe ou la démocratie directe. En tant que, bien sûr, nous allons parler d'Émile en profondeur dans la rubrique invité, bien sûr, mais vous allez quand même sous-entendre ou comprendre qui il est réellement par rapport à ses réponses dans cette rubrique. Alors, par rapport à une idéologie, quelle idéologie vous prônez par rapport à ce que vous faites? Ok. Merci encore une fois, chère Christelle Bambi, pour la question purement politique. J'ai été un peu attentive à suivre votre exposé, bien sûr. J'ai compris l'essentiel de ce que vous venez de narrer. Mais je vais nous poser une question. S'il y a eu l'attentat, c'est parce qu'il y a eu quelque chose qui a été visé, vous le savez? Exactement. Et qu'est-ce qui a été visé réellement? La cause a été, il y a eu des enquêtes, bien sûr, même si il y a eu des enquêtes, bien sûr, après 4 ans. Après 4 ans, il y a eu des enquêtes. Mais l'enquête suppose que ça a été en fait orchestré pour venger Vinci ainsi que Sacco. Vinci et Sacco sont-ils le créateur de Wall Street? Je ne pense pas. La vraie version par rapport juste au fait, d'abord nous devons comprendre que c'est l'œuvre du colon, c'est l'Occident. Et c'est l'Occident, c'est aux États-Unis que c'est passé. C'est-à-dire, lorsqu'on parle de Wall Street, là on fait allusion, je ne sais pas si on va appeler ça rue ou un truc de comme ça, mais c'était devenu, comment on va appeler ça ici au Congo, le ville productif, le ville commerçant, vous voyez. Maintenant, avec les Américains, il y a ce qu'on appelle l'anarchie initiale, c'est-à-dire ils ont l'habitude, bien évidemment, bien sûr, les de combattre.
ont l'habitude, et beaucoup de partis, bien sûr, en Amérique, ont des idéologies et des idéologies qu'ils considèrent pour eux comme un modèle à suivre. Et comme je reviens même à ma question, comme je l'ai dit tantôt, là, même si vous semblez un peu échapper à cette question, quelle idéologie vous prenez? Bien sûr, eux, Barthélémy, bien sûr, tout ce qui s'est passé, pourquoi il y a eu attentat, parce qu'il y a eu des anarchistes après un temps, après leur meurtre. Donc ce sont des anarchistes qui ont voulu se venger de ces personnes, qui ont voulu se venger de ces personnes. Mais nous allons y arriver, bien sûr. Prenez votre mal en patience. Okay. Ma question était bien sûr de savoir quelle idéologie vous prenez, parce que chaque personne, en tant qu'humain, marche avec une idéologie à suivre qui, en quelque sorte, sont des principes. En quelque sorte, sont des principes pour sa vie, pour sa manière de se conduire. Mais selon vous, quelle idéologie vous prenez? Personnellement, déjà, je dirais que je suis quelqu'un de juste et je le rappelle que je suis quelqu'un de juste et moi, mon slogan, c'est la justice. Tout ce qui va de pair avec l'injustice, je ne partage pas d'avis, peu importe la raison. Peu importe la raison, tout ce qui va de pair avec l'injustice, je ne partage pas d'avis. Le fait déjà que j'ai entendu que tu viens de parler de l'attentat, c'est-à-dire c'est l'action de nuire, n'est-ce pas? Exactement. Maintenant, vous voulez nuire. Pourquoi? La raison, pour quel compte? Venger quelqu'un? Venger pour quel compte? Qu'est-ce qu'il a fait? Parce que le Nicolas, que tu viens de citer, et l'autre américain, oui. C'est-à-dire que c'était des personnes... deux Italiens. Voilà, c'était des Italiens, merci, bien évidemment, mais ce sont des personnes qui ont voulu... croître à l'économie américaine. Là, il faut le savoir. Parce que le Wall Street, c'était devenu comme une forme qui touchait beaucoup plus à l'économie américaine. C'est-à-dire ça... Vu que c'était une rue, bien sûr. Bien évidemment. Le cher téléspectateur. Une rue qui reliait une banque, une très grande banque. Plusieurs activités commerciales et tout ça. Maintenant, pourquoi vous voulez se venger? Vous ne voyez pas que c'est l'haine là à l'intérieur et c'est l'injustice. Et vous êtes contre? Je suis contre, je suis quelqu'un de juste. Et puis déjà, c'est mon slogan. Tout ce qui va avec l'injustice, même notre loi congolaise le dit, il ne peut se faire justice. Vous pouvez perdre la raison parce que vous avez voulu se faire justice. Il y avait plusieurs autres moyens que vous pouvez, bien évidemment, chercher à déclarer à ce qu'on leur remet dans leurs droits, mais pas tenter nuire. Lesquels, par exemple? Déjà, si vous me posez cette question, je vais vouloir entrer dans le système politique américain. Ils ont leurs droits, ils ont leur logique politique. C'est-à-dire, il y a des lois, bien évidemment, qui encadrent le progressif des individus. Et si vous voyez que vous êtes, bien évidemment, lésé dans vos droits, il faut plutôt chercher à suivre la logique cohérente, celle qui va bien être fondée ou reposer sur la justice. Pas vouloir s'appliquer par force. Et puis, vous venez de dire que ce sont des personnes qui sont les anti-autoritaires. Les anti-autoritaires, est-ce que cette logique ou ce système-là, je ne sais pas moi, elle repose sur quel fondement? Dans leurs droits. Si vous êtes anti-autoritaire, vous devrez avoir des lois qui reposent votre cadre politique ou qui reposent votre idéologie politique. Qui répondent à vos principes. À vos principes, bien évidemment. Et si vous êtes anti-autoritaire, vous êtes dans la démocratie. Et la démocratie ne nous donne pas l'accès de vouloir se venger. La démocratie nous donne bien... La démocratie, ce n'est pas la liberté parce qu'eux, ils sont dans la liberté directe. Peu importe la liberté directe, mais il faut savoir qu'il y a des lois. Et d'ailleurs, je peux dire quoi? C'est pas synonyme, mais c'est un slogan qui est partout dans le monde, que nul ne peut être au-dessus de la loi. Même aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle, ils sont dans le régime présidentiel, bien évidemment, où c'est le président qui est au socle, n'est-ce pas? Où c'est le président qui est au socle, il peut fixer le Premier ministre quand il veut, il peut déchirer, ainsi de suite. Mais que cela ne fait pas de lui être supérieur à la loi. Exactement, exactement, exactement. En tout cas, la justice au-dessus de tout. Bien évidemment. La justice au-dessus de tout. Mais bien sûr, la justice au-dessus de tout. Mais Émile, en cas où, bien sûr, vous aviez dit que peu importe, et on aimerait bien rester sur le peu importe, ce qui peut arriver ou ce qui peut se passer, vous restez juste. Donc, vous êtes souvent impartial même quand il s'agit de la personne proche de vous. Déjà, je dirais, je suis quelqu'un de juste et mon domaine, c'est la justice. Vous le savez, n'est-ce pas? Exactement. Nous allons découvrir ça dans la rubrique. Après avoir prêté serment pour les avocats, il y a ce qu'on dit dans le serment, même dans la logique, même dans ce qu'on appelle la déontologie. Ce n'est pas parce que c'est mon père, parce que c'est quelqu'un de proche de moi qui a tort que je dois lui donner raison. Non.
C'est-à-dire, peu importe, Ok. je peux être là, Christelle Bambi, en sortant, j'entends que Christelle Bambi a été massacrée. N'est-ce pas? Parce que tu sais que ce travail que tu fais, c'est un travail qui sert à la population. Il y a des Nous allons pas il y a des rentrer, nous allons il y a des gens qui n'aiment pas le valeur dans le pays. Quand ils voient quelqu'un venir pour chercher le valeur d'un pays, ils vont combattre. Nous Et puis allons si pas j'entends rentrer ça, dedans. c'est pas que non, voilà, Christelle Bambi a été giflée, que je dois venir aussi me battre. Vous voyez? Non, Je mais vais suivre la restons- réflexion cohérente. C'est-à-dire, la question était de savoir si, parce que je suis quelqu'un de juste, que je dois rester impartial, même lorsque un proche a été... Voilà. C'est moi, j'ai dit, c'est la justice. Et la justice je peux dire quoi? Peut porter correction, puisque les actions physiques ou les Mais actions... bien sûr, bon, il y a juste ouais. illustré, je vais donner une illustration d'un père. Ok. Bien sûr, c'est un film que tout le monde a suivi, la majorité des gens ont suivi, où un père a eu à se venger des personnes qui ont violé et tué sa fille. Sa petite fille qui revenait de l'école, bien sûr, en cours de route, elle a rencontré des malfaiteurs qui ont abusé d'elle et après l'ont tuée. Et il a voulu il s'est fait lui-même justice en tuant ces personnes-là. En tant que personne juste que vous êtes, qu'est-ce que vous pouvez dire de cela? En tant que personne, je dirais ceci. Non seulement personne juste, chrétien aussi. Vous C'est-à-dire... ramenez la chrétienté, mais bien, c'est pas tout chrétien qui nous suit. Ben, c'est ce que j'ai dit, chacun partage son point de vue. Je ne serai pas là pour donner le point de vue universel. C'est-à-dire, moi, j'ai mon point de vue. Oui, c'est de votre point Et de les vue gens qu'on cherche. moraux comme moi peuvent adapter. C'est-à-dire, moi, je ne pense pas parce que on vient de violer ma fille que je dois aller tuer. Je peux perdre. Je vais vous donner un exemple. On viole Et on tue. et je tue. Et Non, moi, et on alors, viole moi, et on tue la bon, fille. on viole et on tue. Et moi, je pars tuer. Et alors, moi, je resterai en vie. Le mieux, ce sera plutôt de chercher la justice, s'il s'agirait de faire arrêter ces gens-là, trouver d'autres solutions, mais pas aller. La justice appartient à Dieu. Chez nous, les chrétiens, on dit ça. Et en droit, on dit la justice appartient à l'État. Mais souvent, les C'est-à-dire, gens disent... nul ne peut se faire justice. Oui, mais souvent, les gens disent c'est parce que vous ne vous retrouvez pas dans ce genre de circonstances ou dans ce genre de problèmes que vous dites cela. Comment ça? Il faut vivre parce que les personnes ont soulevé que c'est parce que vous n'avez pas vécu. C'est là que vous pouvez dire cela. Mais quand ça vous arrive, est-ce que vous tiendrez toujours les mêmes propos? Bien évidemment, Christelle Bambi, il y a dans la vie des moments, des situations que l'on pense qu'elles sont négatives ou elles sont venues pour, c'est-à-dire nous mettre en péril. Mais il y a de ces situations qui viennent dans la vie pour former, pour nous faire, c'est-à-dire croître en nous de l'expérience. Donc De la nous maîtrise. forger en quelque Bien sorte. évidemment. J'ai une petite exemple que je vais donner de moi, un petit exemple que je vais donner de moi. Ma mère, elle est décédée en 2014. À cette époque, j'étais élève. Et quand j'étais avec ma mère, vu que je suis le garçon unique, j'étais l'enfant le plus cajolé. Le plus cajolé. C'est-à-dire ma mère, un sac à main, c'est-à-dire partout. Si je ne suis pas à l'école, elle part au marché avec moi. Elle fait ça, elle va rentrer. Donc j'étais le seul garçon, mais l'enfant le plus cajolé. Donc le fils chéri. Le fils à maman. Et des natures, j'étais un peu plus jeune, je n'avais pas à la réflexion. Je me voyais dans la musique, hein. Je me voyais dans la musique devenir un jour un musicien, faire du rap, tout ça. Et avec le temps, je n'étais vraiment pas conscient. Hein, imagine-toi les enfants qui sont grandis avec maman, ils n'ont pas le temps de la réflexion. Tu es là et tu fais des looks, si tu veux laisser les cheveux, maman, elle va te laisser faire ça parce que tu es son garçon, chérie. Alors que c'était un danger pour moi. Vu les objectifs que Dieu a mis en moi et vu les ambitions que je devrais découvrir, à la longue, il faudrait que ma mère meure. Okay. À ce temps-là, quand elle est morte, j'ai pleuré. Je pensais que c'était la fin du monde pour moi. Alors que c'était un mécanisme pour moi de rester seul. Et que s'il y avait quelqu'un qui pouvait m'enquêter dans l'erreur, qu'elle ne soit pas là pour que je prenne conscience. Et arrivé en 2015, 16, 17, 18, quand j'ai obtenu mon diplôme d'État, j'étais devenu très conscient. Et des pratiques que je faisais quand ma mère était là, je ne le faisais pas. La musique, j'avais laissé. Des trucs que j'ai pensé faire là, j'avais laissé. Parce qu'il n'y avait plus de mère. Mon père s'était remarié et il y avait une autre maman là qui mais non, moi, je devais dire. Et je m'étais décidé de quitter chez moi, aller vivre avec des potes. En vivant avec des potes, j'avais compris certaines choses. Et quand je suis allé au campus, au home, j'ai vécu et j'étais devenu conscient. Et avec le temps jusqu'à aujourd'hui, je me suis lancé dans la politique et autre chose. Je me suis dit,
Si ma mère était en vie jusqu'à aujourd'hui, peut-être je devrais être... Mais tu allais me voir avec des tatouages au visage. Peut-être tu allais me voir... En tout c'est cas... peut-être que je ne pouvais pas aujourd'hui avoir la réflexion cohérente pour chercher un jour à aider mon pays. Donc, il y a des situations que lorsque ça arrive, toi tu penses que ça vient pour déséquilibrer, alors que ça vient parce que ça va être forgé. Et puis, alors, si on comprend bien par rapport à vous dire qu'il y a de ces situations qui peuvent arriver pour nous forger, pour forger notre caractère et faire ressortir le meilleur de nous-mêmes, en quelque sorte. Et aussi, bien sûr, et aussi nous aider aussi. Une chose très importante, avoir aussi des principes et une idéologie pour pouvoir marcher avec. Parce qu'on ne peut pas marcher comme on dit, nous vivons dans taux du jour. C'est réveiller, vous vivez chaque jour sans avoir des objectifs, sans avoir des principes. Et d'une manière ou d'une autre, vous serez ébranlé, facilement ébranlé. Alors, chers téléspectateurs, c'est quelque chose de très, très important à retenir. Tout ce qui nous arrive, de bon comme de bien, doivent contribuer à notre construction personnelle en tant que personne. Alors, c'est très, merci beaucoup pour ce conseil-là. Mais, nos chers téléspectateurs, comme je l'ai dit tantôt, j'avais une surprise, bien sûr. J'avais une surprise, mais pensant que ça allait arriver à la rubrique invité, la surprise est venue plutôt que prévue. Alors, je vais inviter la personne, notre surprise, à venir nous rejoindre sur ce plateau. Et je l'appelle Elsie. Elsie, elle est là. Non, Elsie Sido. Elsie, ne t'inquiète pas, le Sido va entrer à la rubrique invitée. Elsie Sido, notre surprise, elle est venue plus tôt que prévu. Alors, bien sûr, vous vous demandez, mais c'est qui? C'est quoi la surprise? La surprise, c'est la personne. Alors, Elsie Sido, en tout cas, très, très ravie de t'avoir sur ce plateau. Merci également. Je suis très heureuse de me retrouver avec vous. Et surtout que ici, c'est ma maison. Hein. Ça fait tellement longtemps que je suis venue ici. Alors, c'est un réel plaisir. En tout cas, c'est vraiment un réel plaisir pour nous aussi de t'avoir sur ce plateau. Bien sûr, j'ai mes deux invités parmi nous, bien sûr. Les deux pépites. Nous allons passer ces moments. J'imagine déjà que nous allons passer un très bon moment avec ces personnes. Alors, sans plus tarder, bien sûr, même si tu as raté la rubrique pensée du jour, même si j'aurais bien voulu que tu sois là et que tu nous parles un peu, tu puisses nous donner un peu ton avis, mais bon, c'est déjà passé, hein, malheureusement. Alors, nous allons passer à notre deuxième événement de la rubrique éphéméride qui est intitulée 1987, signature du protocole de Montréal. Alors, je vais juste te donner juste une petite dit sur le sujet. Le protocole de Montréal est un accord multilatéral international sur l'environnement qui fait suite à la Convention de Vienne sur la protection de la couche d'ozone, adoptée le 22 mars 1985. Il a pour objectif de réduire et, à terme, d'éliminer complètement les substances qui réduisent la couche d'ozone. Alors voilà un peu le but pour lequel il y a eu cette signature de protocole en 1900 pour protéger la couche d'ozone. Alors, vous avez une idée sur la couche d'ozone? La couche d'ozone, ses bienfaits et autres? Je commence par Elsie. La couche d'ozone, d'abord, ce sont parmi des notions que j'ai n'aimais pas. Donc, en vrai, tu n'aimais pas la géographie? Parce que c'est en géographie. Oui, c'est en géographie, bien sûr, mais c'était quelque chose qui m'embrayait, hein. Ça m'embrayait vraiment. Mais on peut quand même dire quelque chose sur ça. Et là, je suis en train de voir l'équivalent effectif rastro-ferrique. Je suis en train de voir les hydrogènes, tout ça. C'est quand même important. La chimie? La chimie et tout ça. Et je crois qu'on aura... Tu as vu la chimie? Non. Tu n'as pas fait la biochimie? Non. En tout cas, ça c'est ça, hein? En fait, je l'ai senti, voilà pourquoi j'ai posé cette question. En tout cas, la chimie, je vois déjà que tu n'as jamais aimé la chimie. Et alors, Émile? Tu connais ce que je fais? Non, moi je connais pas. On ne connaît pas. Nous ne connaissons pas. Ok. Alors, il est justement question de rappeler, de faire une révision. Une petite révision pour nos chers élèves. Nos chers élèves, voilà. En tout cas, la chimie. La chimie.
C'est un cours intéressant pour ceux qui ont fait la biochimie. Mais attends, avant de revenir sur ta question, Émile, tu as dit que... Moi, je ne sais pas ce que tu as fait. Qu'est-ce que tu as fait d'abord? Déjà, j'ai fait la section littéraire, en tout cas. Avec moi, la chimie, la mathématique... Donc, vous avez arrêté... normalement, en littéraire, on arrête de donner la chimie en troisième. En troisième. Et ancienne appellation, bien sûr, la nouvelle appellation, c'est première humanité. Première humanité. Première humanité. La chimie. Ben, tu t'en sortais en latin? En latin? Oui, en latin, pas mal. Elsie? Moi, je fais les humanités commerciales. Waouh, je rêverais... C'est pour ça que j'ai vu, tu as bien calculé les trucs. En tout cas, on a direct compris la commerciale avec les comptabilités et autres. Oui. En tout cas, il y a quelqu'un sur ce plateau qui aimerait être à ta place. Mais je ne vais pas citer le nom de la personne. Okay. Donc, je n'aimerais pas citer le nom de la personne parce qu'il y a quelqu'un aux humanités a fait une autre option, mais à l'université suit une autre filière qui n'a rien à voir avec ce que... Pareil que moi. Franchement. Pareil que moi, j'ai fait les humanités commerciales. D'abord, mes ambitions, ce n'était pas d'être journaliste un jour. Moi, dans ma tête, c'était être comptable, quelque chose comme ça. Mais arrivé en 6e des humanités, il y avait quelque chose qui commençait à booster mon mémoire. Je commençais à me dire, et si je faisais ça? Et si je faisais ça? C'est cette autre ambition que ce que le parent prétendait de moi. Déjà, en arrivant en 6e, et pour aller à l'université, j'ai dit à mes parents, carrément, moi, je fais le droit. Si je ne fais pas les droits, je ferai la médecine. De commercial au droit. De commercial en médecine. C'est grave. En tout cas, ce serait grave. Mes parents, mais Elsie, comment tu peux finir en commercial et vouloir aller faire le droit? Comment tu veux aller faire la médecine? Alors, après tout ça, mon grand frère était comme un prophète pour moi. Il m'a dit, Elsie, est-ce que tu peux faire la communication? J'ai dit, la communication est bien noire. Non, tous les gens c'est d'abord quoi la communication? Et puis bon, ça sera peut-être intéressant parce que jusque-là, tu n'as pas de choix. Mais moi, je pense que avec la façon dont tu te débrouilles, je sais que tu vas vraiment te retrouver avec la communication. Et c'est comme ça que j'ai fait la communication à l'université. Et je m'en sors très bien. Aujourd'hui, nous avons Elsie et Do. L'hyperbole, hein. Apparemment, son histoire, c'est l'hyperbole. Le métier noir. C'est-à-dire à la fois métier noir, les contraires. Le contraire de l'un et l'autre. Voilà. Le contraire de l'un et l'autre. Alors, pour un petit rappel, juste que la couche d'ozone ou azonosphère est la partie de la stratosphère. Oh là là! Est la partie de la stratosphère de la Terre qui contient une quantité relativement importante d'ozone qui protège la planète Terre, bien sûr, contre des excès des rayons ultraviolets provenant du Soleil. Et qui peut endommager le corps ou le micro-organisme de l'être humain. Alors voilà un peu ce qu'on peut dire sur la couche d'ozone. Donc c'est comme un bouclier permettant de filtrer assez et en bonne quantité les rayons ultraviolets pour ne pas endommager le microsystème de l'être humain. Et ce protocole en soi est un protocole qui est signé pour pouvoir empêcher les activités humaines de pouvoir nuire ou détruire cette couche d'ozone. Et vous avez une idée par rapport à quelles sont les activités, les quelques activités que l'être humain ou les personnes peuvent faire qui peuvent nuire à cette couche? Par exemple, la combustion, ça peut polluer. Et la mauvaise utilisation du fumier, la mauvaise utilisation de l'environnement, bien sûr. Donc, ça peut nuire à cette couche. Et Émile? Ok, je vais être un peu plus serein par rapport à la question. Il a généralisé, je crois qu'il a généralisé la réponse. Déjà, lorsqu'on parle de la pollution de l'environnement, je peux dire c'est à la fois le synonyme de la question. C'est-à-dire dans la pollution de l'environnement, il y a plusieurs moyens de polluer l'environnement, n'est-ce pas? Je vais être beaucoup plus pratique dans le social, par exemple. Le gaspillage alimentaire, tu sais que ça fait partie de la pollution. On peut se dire comment, et le gaspillage alimentaire est comment. Admettons que j'ai consommé à manger il y a quelques déchets qui restaient et je jette, vous voyez.
ça fait partie de la pollution de l'environnement. Même si je suis dans le droit, mais j'ai quand même suivi la formation de l'hygiène et assainissement où il y a eu ces moyens qui ont été donnés, il y a eu ces moyens qui ont été transmis. À part ça, il y a la déforestation qui, du reste aussi, touche au climat. Et le climat, c'est déjà l'environnement. Vous voyez? Et tout ça, il y a plusieurs éléments qui peuvent arriver à la pollution de l'environnement. Et cela peut constituer nécessairement. Et quel conseil donneriez-vous, vous, en tant qu'Émile et Elsie, quel conseil donneriez-vous pour ne pas détruire cette couche qui nous apporte un bienfait vraiment énorme? Selon moi, je vais donner mon point de vue par rapport à cette question. Déjà, la question sur la pollution de l'environnement, c'est une question morale. Comprenez? C'est-à-dire chacun est chez soi. Je peux donner mon point de vue ici, mais chacun est chez soi. C'est-à-dire chacun a sa façon de vivre, chacun a sa façon de se comporter, chacun a son éducation. Comprenez? Parce que on peut faire, je peux donner des exemples, mais je n'aimerais pas entrer dans ces exemples, ça pouvait créer des polémiques. On est tous à Kinshasa ici, il y a de milliers de milliers. Vous voyez, il y a de ces milliers-là, si vous arrivez, vous allez comprendre que c'est propre, l'environnement est propre et tout est en ordre. Mais de ces milliers-là que tu arrives, tu comprends tellement qu'ici il y a des ça ne va pas, ok. C'est-à-dire ça fait partie de la mentalité et la morale. À l'époque de Mobutu, il y a eu ce qu'on appelle le système Salongo. Aujourd'hui, le système Salongo. Aujourd'hui, il y a le King Bopeto. Cela est respecté. Il y a de ces poubelles-là, ici, sur Mola, il y avait des poubelles à l'époque, King Bopeto, tous ces... Des poubelles publiques. Il y a de ces gens-là qui mangent et ils prennent les déchets. Mais il y a toujours des poubelles publiques. Mais c'est respecté. Dans les universités, va sillonner, va voir. Tu vas voir, tu es étudiant, tu es là, il y a des poubelles, mais tu finis, tu prends le bois qui bouteille, la journée aussi. C'est la question de la morale. Il suffit d'abord, moi je dirais, c'est là de prendre l'éducation que l'on a acquise. Dès l'enfance, il y a des ces gens-là, dès l'enfance, on ne veut pas montrer la poubelle, on ne veut pas montrer qu'est-ce que l'environnement, quelle est l'importance de l'environnement, pourquoi garder l'environnement propre, pourquoi. Et je conseillerais à nos amis citoyens congolais, parce que lorsqu'on parle des citoyens, nous sommes de la catégorisation de la citoyenneté, c'est-à-dire il y a les bons et les mauvais citoyens. Mais j'aime souvent conseiller aux Congolais de bons citoyens. Un bon citoyen, c'est lui qui aime son pays. Celui qui aime son pays voudra que son pays soit propre. Alors, la mentalité. Faites l'essentiel de changer les mentalités. Donc, changeons la mentalité. Aujourd'hui, la France, on s'est dit, voilà, c'est par rapport à quoi? La mentalité, en quelque sorte. Pour on voit. Et ça peut être la même chose avec nous. On peut même nous changer. Parce que la France, vas-y, français, dis-moi ton bébé, ça. Parce que si notre mentalité n'est pas propre. Alors, chers téléspectateurs, la mentalité, rendons notre environnement propre. C'est même la journée du nettoyage aujourd'hui par l'occasion. Alors, Elsie, quel conseil donnerais-tu? Ok, je vais compléter ou soit on va juste insister, comme mon cher monsieur venait de le dire. Émile? Eric. Émile. Oh, excusez-moi, révérend Émile. Ok, je disais... Donc, il est question de changement de comportement. Vous savez, en RDC, la population a une légèreté que vous ne pouvez pas imaginer. Quelqu'un se réveille un matin, il sort de sa maison, comme aujourd'hui même. J'étais sur la moto, le motard a pris du jus, et puis Jet appelle, mais c'est papa. Ozo pour maman, Rabin, gentil. Déjà. Tu vois, nous ne sommes pas responsables. Il suffit seulement que nous soyons responsables de cet environnement et que nous puissions savoir que nous allons le léguer à une autre génération. En tout cas, les choses seront parfaitement en ordre. Donc, la mentalité, chers citoyens congolais, chers peuple, population, la mentalité, changeons notre mentalité, rendons notre environnement propre car ça contribue vraiment à notre santé et c'est vraiment, vraiment bénéfique pour notre santé.